Bonjour à tous. Et merci à la FFP de me donner cette opportunité de venir ici m'avoir donné une carte blanche pour pouvoir parler du projet de paysage ou des projets sur lesquels on travaille. C'est toujours un exercice difficile mais intéressant puisque ça permet à chaque fois, à des moments comme ça, comme celui-ci, de réunir, de réfléchir au fond à ce que l'on fait, là où on en est, par rapport à un parcours où on est souvent la tête dans le guidon dans les projets et à l'agence autour des différents projets que nous développons. Avec l'atelier Jacqueline Hosty, bien entendu, je travaille avec une équipe depuis un certain nombre d'années et ils sont totalement, participent totalement de ce travail qui sera ici présenté. Alors aujourd'hui, moi je voulais parler en fait de ce qui me tient à cœur, d'une interrogation que j'ai actuellement quand on travaille sur les différents projets. C'est la dimension poétique qui sous-tend la conception et la réalisation de chaque projet, quelles que soient les échelles auxquelles on est confronté ou échelles de projet auxquelles nous répondons. Donc c'est au fond comment on la capte, comment on la construit et surtout comment la préserve-t-on. Alors c'est des tas de questions, je vais essayer d'y répondre, je ne suis pas sûre d'y apporter des réponses tout à fait définitives. En tout cas, c'est une interrogation que j'aimerais partager avec vous. Et bien sûr, cette dimension poétique est importante dans le projet, tout en répondant aux attentes, aux contraintes du projet, quelles qu'elles soient politiques, financières, techniques, fonctionnelles, où bien sûr nous devons répondre à toutes ces exigences et où le projet prend corps et prend toute son épaisseur. Cette dimension poétique, pour moi, elle est induite avant tout par le site, Cette dimension poétique est induite par le site lui-même, par sa géographie, son histoire, sa géologie, sa topographie, enfin toutes les informations que l'on peut capter quand on découvre et qu'on se promène et qu'on visite ces lieux qu'on va transformer, mais aussi bien sûr par le regard qu'on lui porte. C'est une histoire subjective, imaginée et partagée ensuite avec d'autres, partagée d'abord évidemment avec ceux avec qui on travaille et qui portent ensuite cette dimension, et puis ensuite après avec ceux à qui ces projets sont destinés. Alors je dirais que c'est un peu, pour moi c'est un sentiment un peu fugitif, un sentiment qui est comme un fil d'or qui apparaît ça et là, qui disparaît parfois, mais s'il disparaît vraiment, c'est pour moi la banalisation du projet, ou plutôt, je dirais, la mort du projet de son âme. Donc, après, j'ai choisi ce titre, Paysage d'une échelle à l'autre, illusion et réalité. J'aimerais tout de suite éclaircir la question de l'illusion. Elle n'est surtout pas celle... Elle n'est surtout pas celle qui est de perdre ses illusions quand on fait un projet, pour tomber dans une réalité qui serait maussade et terrible. Toute l'histoire du projet est toujours un peu compliquée, mais plutôt de transformer une illusion, une intuition en réalité, afin de la partager avec les autres, de susciter de l'émotion physique et du bien-être, permettre la contemplation et la rêverie, la découverte du monde vivant, tout en répondant aux besoins d'usage contemporains. Donc, s'interroger aussi sur la question des échelles, c'est bien sûr s'interroger sur le site et situer ce site à travers toutes les échelles. Il s'agit de passer, quand on est dans le processus de création, de passer d'une échelle à l'autre, pour rendre tout l'aménagement cohérent, et aussi l'inscrire dans cette échelle de temps. Donc c'est un petit peu ça que j'aimerais dire et raconter au travers de 3 projets que je vais présenter. 3 projets qui sont 3 projets d'échelle totalement différentes. Le premier projet, c'est la place des Jacobins à Lyon.
là, on est dans l'échelle du projet de l'espace public, un espace une place de 6000 et quelques mètres carrés, où au fond, on est à l'échelle du pavé, de régler des choses extrêmement fines. C'est un peu comme une goutte d'eau, vous verrez les images. Et puis, passer ensuite à présenter le projet de l'écoquartier de Flaubert à Rouen, qui est un écoquartier qui se développe sur 96 hectares. Et là, on est au bord du fleuve, donc on est vraiment dans une dimension de territoire, donc on est dans le projet urbain, pour ensuite passer au troisième projet qui est le zoo, le parc zoologique de Vincennes, qui est lui, on va dire, une échelle planétaire, puisqu'on évoque la biodiversité, on évoque des pays lointains, mais aussi une échelle qui m'est particulièrement chère, celle de l'imaginaire et de l'échelle mentale que développe tout projet. Donc la place des Jacobins à Lyon, c'est une place qui part comme ça, comme d'une goutte d'eau, qui va faire des ondes. C'est une place qui donc fait partie qui est à Lyon, entre des places connues comme la place Bellecour ou la place des terreaux. C'est une place carrée qui est au fond d'abord un giratoire, une fontaine centrale, la fontaine des Jacobins, et au fond toutes ces voitures qui tournent autour et qui est en fait un carrefour, un giratoire en plein milieu de la ville. Il s'agissait de transformer en place. Et au fond, on va voir les transformations. Et alors, qui va voir la première visite du site, c'était en 2006. Donc voilà l'état des lieux. L'image du projet concours, on va dire, c'est donc quelques mois plus tard, 6 mois plus tard. Et puis le travail des études qui fait qu'on fait évoluer le projet. Ici, on était question de rajouter de la végétation qu'on n'avait pas mis au départ, des arbres, parce que les arbres participent du confort et de contemporain dans un pays où il fait, enfin dans on a une ville où on a un climat contrasté. Et puis enfin, la réalisation qui s'est donc terminée en 2013. Soit, vous voyez, à peu près, je crois qu'il s'est passé 6 ans entre le début et l'ouverture de ce projet qui se continue encore avec un kiosque à construire dans un coin de la place. Donc ici, le projet, au fond, est parti tout au début. On est parti de ces images de référence ou d'inspiration qui sont d'abord l'idée qu'au fond, cette fontaine, c'est elle qui fait la place. Et que c'était elle qu'il fallait mettre en majesté dans un écrin, comme vous voyez, extrêmement découpé, un tissu urbain, un peu comme des panneaux, qui viendraient, c'est un côté théâtre, comme ça, de coulisses, que vous pouvez voir en haut, exprimé en doré, parce qu'on appelle cet endroit le carré d'or. Alors le carré d'or, moi, ça m'avait fait rêver. C'est simplement un carré d'or parce que c'est très commercial et qu'il y a des très jolies boutiques tout autour. Et on trouvera à Bordeaux le triangle d'or. C'est un peu la même idée, mais au départ, j'ai retenu que le côté doré de cette histoire. Et au fond, la fontaine est au milieu et c'est elle qui va créer au fond un système d'ondes et tout l'aménagement au fond part de cette goutte d'eau qui vient se propager en rides, en ondes tout autour de la place, de manière à intégrer les déplacements, les flux, gérer le nivellement extrêmement fin. On a dans les points les plus hauts 80 cm de différence d'un point à un autre. Donc c'est vraiment tout un travail sur le très fin, sur le sol, qui part de cette idée d'onde. Vous voyez à peu près la dénivelée la plus importante, ça correspond à 2-3 marches à un endroit, et qui au fond d'asseoir cette fontaine sur cette place avec un grand plateau minéral qui vient chercher le pied des façades et qui réorganise la circulation de manière plus contrainte certainement, mais qui répond aussi aux fonctions d'échange de cette place. C'est un travail qui a été évidemment mené avec les services de la ville pour intégrer pistes cyclables, voiries, taxis, arrêts minutes, etc. Et donc voilà encore d'une image du projet, où on voit ces plis dans lesquels peuvent se glisser les rampes pour permettre l'accessibilité à tous et gérer les quelques différences de niveau. Tout un jeu donc d'ondes dans lequel vont s'inscrire les bancs, les marches de ce projet ou éventuellement des jardinières qui viennent poser des tables végétales. Ensuite, bien sûr, tout ce travail a demandé énormément de temps et de précision, développé par
par plusieurs personnes à l'agence. Le projet a connu plusieurs chefs de projet, dont le dernier Gérard Prat. Où là, on a essayé déjà sur le travail de ce sol, un carénage extrêmement soigné avec un système d'ondes, une orientation systématique qui part de l'architecture et des bords de la place. Tout un système comme des rides dans lequel on a travaillé très précisément le choix des pierres, une pierre de Villebois, qu'on a traité aussi par flammage, mais un flammage un peu particulier, puisqu'on a essayé de faire un peu comme des rainures, comme ça, qui évoquent la frisure sur la surface de l'eau, par un système vous verrez ça, de rainures donc, qui sont données par les becs de gaz du flammage et qui viennent travailler la pierre qui passe très très lentement sous ce râteau de feu qui vient travailler la surface de la pierre. Donc ici, vous voyez ce montage. Donc l'entreprise a fait un travail magnifique. Je pourrais vous donner les noms après. Voilà, donc un système d'ondes dans lequel sont réglées très précisément toutes les pierres, les marches, dans lequel on a inséré des éléments de bronze pour évoquer les reflets, les reflets ou les scintillements de l'eau. On a donc des petites barrettes qui évoquent cette eau répartie de manière aléatoire sur le sol. Et là, vous voyez un peu la frisure de la texture de la pierre. Dans ce système s'inscrit aussi les tables végétales. On a travaillé donc des végétaux, des arbustes bas avec des arbres du Mélia et Cladastris qui viennent apporter donc de l'ombre et du confort pour les usagers de la place, dans lesquels sont insérées des banquettes en pierre avec un traitement, des piétements métal en façon cortaine, enfin une peinture qui imite le cortaine, des ronds pour entourer les Cladastris, donc des points d'assises dans la place pour permettre justement des usages différenciés. Et au fond, c'est un lieu où on s'arrête, c'est une pause, on vient déjeuner, on s'assoit sur la fontaine, on s'assoit sur les bancs, sur les marches. Et enfin, ce dispositif est complété par le projet Lumière, qui reprend au fond les ondes. Alors là, on regrette un peu la couleur turquoise du bassin. Tout ça, tout est dans le détail. Il pourrait être plus terne et moins piscine, mais bon, c'est comme ça, on ne l'a pas choisi. Et enfin, le système de LED qui vient baliser le sol, un peu comme ce système d'ondes, et renforcer ce dessin un peu circulaire de cette place. Donc voilà un projet à l'échelle du pavé, je dirais, à l'échelle de la bordure, auquel a été porté un soin tout particulier pour régler aussi tous les attaches. Je ne vais pas rentrer dans le rapport d'aller chercher chaque pied de façade, chaque seuil, pour que le sol soit parfaitement réglé. Une autre échelle, l'échelle du territoire, puisqu'on parle d'un fleuve, c'est la Seine, on est à Rouen. Et le projet se situe sur le bord de la Seine, sur les bords du fleuve, en plein épicentre du méandre de Seine, tout à côté, donc, au centre, à côté du centre-ville, entre port et centre-ville. Ce projet s'inscrit dans la partie molle du méandre, qui était autrefois effiloché par pas mal d'îles. Ces îles ont été raccrochées au bord par les installations portuaires qui ont progressivement canalisé et minéralisé ces bords de Seine. Donc là, on voit ce dessin d'îles qui vient un peu qu'on reprendra après en thématique dans notre projet. Alors cette Seine, c'est une Seine c'est Rouen et la Seine, c'est pas la Seine uniquement, c'est la ville et dans son rapport avec son fleuve qu'elle a toujours développé, qui a été extrêmement peint par les impressionnistes, à la fois sous son double aspect, son aspect bucolique, on imagine les champs de coquelicots ou de Monet, toutes les différentes changements de variations de saison à travers les différentes peintures, notamment sur la cathédrale de Rouen, mais aussi son aspect industrieux,
remplis de fumée, de ces bateaux à quai en plein milieu de la ville. Une image, bien sûr, qui a été donc une ville qui s'est développée où une activité portuaire et industrielle était extrêmement importante. Ici, on est donc, c'est la presqu'île Rollet qui fait partie de notre projet et qui est donc, comme vous pouvez le voir, ça s'appelait l'île au charbon. Donc, elle était un peu noire, certainement, évidemment polluée. Et cette image témoigne assez de l'activité qui se développait à Rouen dans ces années-là. Comme vous pouvez voir, on voit la presqu'île Rollet un peu dans le troisième plan, 1, 2, 3, troisième plan, et le site qui nous concerne, qu'on verra, qui est juste à l'arrière. Une activité portuaire importante, qui aujourd'hui, évidemment, n'a plus cette intensité, mais on garde des traces, il y a encore des bateaux, il y a un pont qui a été fait, un pont levant, pour permettre les grands bateaux de passer au-delà de Rouen, ce qui ne s'est jamais fait, donc le pont est levé 1 fois ou 2 fois par an, histoire, notamment quand il y a l'armada, et qui n'a pas atteint la destinée qu'il avait, à savoir de permettre le passage des gros bateaux au-delà de Rouen. Il reste des traces, des hangars, il reste des grues, il reste un peu plus loin aussi une activité portuaire, un domaine portuaire extrêmement développé, mais qui recule par rapport à la ville. Donc ici, on est sur cette presqu'île Rollet qui accueillait j'appelle ça l'île Noire, ou le village à charbon, avec des sites. Et là, nous avons ici les 92 hectares sur lesquels nous travaillons. C'est un site extrêmement enclavé, traversé par des infrastructures ferroviaires, autoroutières, puisque là, on voit le prolongement du pont par une deux fois plusieurs voies. 2 fois 4 voies, et qui va être prolongé, c'est-à-dire que le viaduc va continuer, c'est-à-dire à partir du giratoire va être supprimé, et le viaduc prolongé au-delà pour se relier avec les infrastructures majeures de la ville, et du coup permettre au projet de désenclaver, notamment dans sa partie sud, qui est actuellement un très grand... c'est par là qu'on arrive à Rouen, donc extrêmement encombré, et un système d'autoroute important, donc un site avec, au fond, beaucoup d'activités industrielles sur ce site. Alors, ce qui nous a intéressé aussi dans ce site est extrêmement attachant, parce que à la fois cette dimension du port, elle est très prégnante dans ce lieu, et ce qui en fait aussi toute sa dimension et son intérêt, c'est au fond la question qu'on pouvait se poser, c'est comment faire un nouveau quartier qui va accueillir 2600 logements, des espaces publics, des équipements, des commerces, tout en essayant de garder cet esprit du portuaire, l'esprit de la Seine, je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas, de faire que ce quartier, il ne ressemble pas à un autre quartier, qui serait sur les plateaux ou dans une autre ville. Donc, au fond, c'est un travail qu'on est en train de mener. On ne sait pas si on y arrivera. Paysagistes, travaillons bien sûr avec des équipes. Ici, on travaille avec l'équipe d'urbanistes Attica, bureau d'études Aegis, Burgia pour la pollution. Donc, on est toute une équipe complète. Mais on se pose cette question, au fond, comment faire donner ce caractère et préserver ce caractère en faisant de la ville qui accueille des gens pour y habiter, pour aller à l'école, pour manger, pour se divertir et travailler. Et déjà, là, on se disait, c'est un rapport de ce site extrêmement horizontal à une ville qui est assez... qui a la particularité d'être hérissée de verticales, les flèches des cathédrales, des églises, quelques tours, les grues, les silos, toutes ces architectures assez contrastées participent aussi de cet élément-là, de ces caractères particuliers, le pont. Et donc là, vous avez toute une échelle un petit peu des différents gabarits qu'on trouve tout autour dans la ville. Donc ici, on a quelques vues du site. Donc actuellement traversé par ces faisceaux ferroviaires. Certains vont être diminués, mais en gros cette activité, ces traces vont rester. Au fond, elles participent aussi de cette
de cet esprit particulier de ce lieu. Donc plutôt que les voir comme des contraintes et des nuisances, parce que les trains, bon, il y a certains trains qui vont vers le port, hein, qui sont nécessaires, hein, pour le fonctionnement, passent à des rythmes, on va dire, supportables. Et comment, au fond, on peut intégrer ce paysage ferroviaire pour en faire une partie prenante de ce nouveau quartier. On est confronté, aussi ce qui est particulier dans ces domaines, ces espaces portuaires, c'est le contraste des échelles, aussi bien des petites maisons, des ouvriers, des gens qui travaillent dans le port, que des architectures un peu étonnantes, comme ici la sucrière, où passent les bateaux. Donc on a ce passage comme ça, ce contraste, ce mélange d'échelles, qui fait vraiment qui donne un caractère extrêmement fort à ce site. Ou bien les silos qui sont en activité. Hein, donc ça induit aussi du trafic de camions, du passage. Donc tout ça, ça fait partie de quelque chose de particulier de ce lieu, qui donc pour nous, c'est désintégrer, du moins essayer de diminuer les nuisances, et du coup de travailler avec. Ce projet s'inscrit bien sûr dans un développement de Seine-Ouest. Il n'est pas tout seul, il répond à des différents objectifs de la ville, à savoir de préserver le domaine portuaire et développer l'activité, mais d'étendre aussi l'hypercentre vers l'ouest et de favoriser le rapport de la ville à son fleuve, d'une reconquête des rives progressive, à la fois par le traitement de l'aménagement des quais, mais aussi par différents projets urbains qui sont tout autour, comme le quartier de Lucinine sur lequel travaille Christian de Villers, l'aménagement des quais sur lequel travaille In Situ, un projet de gare TGV sur le bord à Saint-Sever, qui est un projet assez hypothétique, mais qui fait partie, ça sera pour moi un projet à très long terme, et l'aménagement de l'écoquartier Saint-Pierre, que vous voyez ici, avec toute sa surface, entre la commune de Petit-Quevilly et la Seine. Ce site, en fait, comme vous avez pu distinguer à peu près la forme là, en rouge, est au fond un espèce de maillon qui articule la ville ancienne, la ville avec son quartier, la partie centrale et la partie qui s'est développée de part et d'autre de la Seine, les différents quartiers tout autour, comme Petit-Quevilly au sud, et le port d'un côté, donc ville-Seine, ville-port, et puis donc un nouveau quartier donc, qui est totalement relié et ancré dans son territoire, désenclavé, donc avec l'objectif de désenclaver ce territoire et de le relier au tissu urbain et de coudre les différents quartiers entre eux. Donc ici, en fait, c'est des schémas qu'on avait développés lors du marché de définition, qui a eu lieu il y a quelques années, 2008 je crois bien. Et au fond, le premier objectif, c'était relier la ville à la Seine par un grand canal vert et bleu qui permettait de relier la Petit-Quevilly, qui était complètement à l'arrière, vers la Seine. Ensuite, c'était de travailler sur les franchissements pour passer au-delà des voies de chemin de fer, au-delà d'essayer d'atténuer le réseau viaire, enfin certaines voies qui coupaient vraiment le projet de son contexte urbain, et de se raccrocher par une place d'échange que vous voyez, le rectangle rouge, qui accueille tous les échanges avec le viaduc, donc qui est l'entrée ouest et qui du coup devient une entrée ouest de la ville. Donc la difficulté, au fond, la contradiction de ce projet, c'est à la fois d'accueillir une entrée de ville, donc avec un grand nombre de véhicules, dans un écoquartier où on aimerait avoir le moins possible d'impact routier. Le troisième objectif, c'était de relier, de coudre ces quartiers avec chaque trame urbaine, la trame des années 80 sur la partie droite, le quartier Rondeau, donc où on a des grands ensembles, des grands immeubles, donc retrouver un peu ce face-à-face de part et d'autre du boulevard Rondeau qui est donc à droite,
Au sud, plutôt on est dans l'échelle des petites maisons de Petit Quevilly, donc comme les images qui ont été montrées précédemment, et qui donc de relier ce quartier, de prolonger ce côté de petites maisons de ville ou de maisons avec des jardinets, on avait appelé ça l'île jardinée. Sur le côté ouest, on a un espace d'articulation un peu particulier qui est vraiment réservé aux activités économiques, qui permet d'englober, je dirais, le viaduc, et donc de compacter, enfin pas compacter, mais d'assurer un écran pour les nuisances occasionnées par cette infrastructure. Et enfin, bien sûr, le rapport à la Seine, développer le maximum, la possibilité de se promener au bord de la Seine. Un des thèmes aussi qui nous semblait important sur j'appellerais une coloration thématique, parce que on n'a pas envie de s'enfermer dans l'idée des îles, mais c'était vraiment un lieu d'île qui ont été, comme vous pouvez voir sur les images en bas, qui ont été progressivement rattachés. Donc on s'est appuyé aussi dessus pour soit caractériser, identifier des îlots bâtis, avec des spécificités morphologie, de typologie différentes, petites maisons, maisons habitat collectif ou des ensembles un peu plus importants. Donc de s'appuyer sur cette idée-là et de faire, soit certains sont effectivement habités ou jardinés, mais qui sont donc accueil du bâti et des espaces publics, ou bien carrément des espaces publics soit très naturels, comme la presqu'île Rollet, qui est devenue un parc naturel, enfin dit naturel, et l'île urbaine qui permet de gérer tous ces échanges routiers et au centre du quartier. Donc ici l'image telle qu'elle a été produite au niveau du marché de définition qui a duré 1 an, et sur lequel on travaille toujours et qui est au fond la base de notre travail et qui évolue progressivement, mais qui reste assez juste pour l'instant, et au vu de toutes les études qui ont été menées pour approfondir, je dirais, les données du site, tient la route et évolue progressivement. Donc là, c'est une perspective aussi pareille aérienne, qui est un peu verte, on a l'impression qu'on a passé un petit coup de peinture sur les toits, et puis qui est une image à l'époque, mais qui évolue encore beaucoup. Donc là, actuellement, on est donc passé... on a traduit toutes ces intentions par un schéma d'intention qui permet d'assurer, il y a beaucoup de choses, donc je vais simplement dire, c'est d'assurer la continuité urbaine avec un maillage viaire et qui permet de défranchissement, de développer les transports en site propre et modes doux pour proposer des modes alternatifs à la voiture, de diversifier les espaces publics parce qu'ils sont vecteurs de cohésion sociale, de créer une trame verte et bleue pour préserver, développer la biodiversité dans ce quartier, à travers aussi la biodiversité, puis tout le travail sur hydraulique douce, puisqu'on est quand même dans un site qui est inondable aussi, assurer la mixité fonctionnelle en proposant, pour propice à l'animation urbaine, et enfin varier les morphologies bâties pour affirmer le caractère propre des quartiers. Donc voilà, il y a tout un truc qui a été développé, c'est très schématique, mais ça dit tout ça, en gros. Et au fond, avant de passer après ces études, après le marché de définition, on est passé à une phase d'études préalables qui a duré entre 1 et 2 ans. Il a fallu, au fond, sur des premières données, on a bâti le marché de définition, mais ensuite, et le programme et le projet. Et ensuite, il a fallu étudier effectivement plus précisément tout ce qui est hydraulique, circulation, sûreté, réseau, choix énergétique, enfin toutes ces données qui alimentent le projet et autour duquel qui le rendent pas crédible, mais qui le confortent pour répondre à toutes les demandes et toutes les questions sous-jacentes au développement d'un quartier comme celui-ci. Alors, j'ai choisi quelques images plus pour le plaisir, parce que des fois, c'est des études qui sont assez longues, qui sont menées avec parfois par certains membres de l'équipe, mais aussi par des cabinets extérieurs spécialisés, soit en géotechnique, soit en hydraulique, soit en sûreté aussi, enfin tous ces développements-là. Et là, on a choisi quelques images qui parlent un petit peu, celui-ci, parce que c'est
Une modélisation du rehaussement. On a donc pris en compte aussi dans ce futur quartier le fait que le réchauffement climatique, que ça risque à quel niveau quel est le niveau moyen, les seuils sur lesquels on peut s'appuyer, quel seuil on va définir pour construire le bâtiment et l'aménagement. Et donc il y avait toute une étude qui avait été faite là sur le rehaussement du niveau marin et quel impact ça pouvait avoir au niveau de Rouen. Il s'avère que l'impact... Alors après, tout ça, c'est assez pas totalement précis. Hein. C'est des hypothèses qui sont bâties, des hypothèses optimistes, des hypothèses pessimistes, qui fait qu'on varie entre un rehaussement qui serait de 40 à 60-80 cm. Donc là, en gros, nous, on est à peu près bon. Je ne rentre pas dans le détail. Je vous montre juste cette image parce que je la trouve absolument magnifique. Et ensuite, il y a eu donc une modélisation aussi pour mesurer, au fond, l'impact du projet parce qu'on est en site inondable, donc sur le PPRI, comment modifier, au fond, en créant, par exemple, là, vous voyez la presqu'île Rollet qui est... On a essayé d'en faire une île, elle est aujourd'hui rattachée, c'est-à-dire le canal bleu que vous voyez tout autour n'existe pas. Et donc l'idée, c'est de lui redonner un peu son statut d'île, même si elle est reliée par les quais à l'ensemble, pour ne pas toucher au système technique des quais qui est assez compliqué. Mais on voit qu'en fait, il y a donc des modifications, et donc tout ce travail est mesuré de manière extrêmement fine. Donc on voit après superposition du projet, qu'est-ce qui a bougé, les niveaux... pour qu'on puisse tenir compte, implanter le bâti là où il n'y a pas, en dehors des zones impactées par le PPRI. Bien sûr, un gros travail qui est extrêmement long, qui a été mené par Transitec, c'est sur la circulation, puisque au fond, on avait fait un projet urbain avec des gabarits de voies. Est-ce qu'elles étaient suffisantes? Est-ce qu'il fallait... parce que l'idée de faire un écoquartier avec des embouteillages dès la sortie, et puis surtout, enfin, c'est pas tant ce qui se passe dans le quartier, mais c'est ce qui se passe sur la voirie, sur l'autoroute, c'est-à-dire des remontées de fils qui pouvaient créer impacter le trafic. Donc toutes ces études ont été menées. On définit bien sûr, là c'est un schéma qu'on a déduit un peu des hiérarchies des différentes voies, mais au fond tout un comptage extrêmement précis aux heures de pointe, etc. Enfin bon, je vous passe les détails, qui fait qu'on a pu voir le dimensionnement de tous les carrefours, des voies, et qu'on a pu ensuite traduire par des dessins, par des répartitions des fonctions au niveau des voies et au niveau donc, de l'espace public. Donc aussi, là, un travail sur la trame verte et bleue. La trame verte et bleue, dans la mesure où le travail sur l'hydraulique est assez important, puisque au fond, en créant ce canal, il a différentes fonctions, on le verra un peu plus tard, qui est aussi de récupérer les eaux pluviales du quartier, en partie, toutes celles qui récupèrent une grande partie des eaux pluviales du quartier pour les acheminer progressivement vers la Seine, et une trame verte avec un ensemble d'espaces publics, espaces verts relativement généreux. Donc ici, une vue dans l'autre centre, où vous voyez la cathédrale dans le fond, là, une petite flèche noire, et le rapport de ce site entre port et ville, avec le projet qui se développe. Donc là, on est dans des phases où on travaille sur, après le schéma d'intention que vous avez vu tout à l'heure, on est dans la phase de plan guide, c'est-à-dire ce plan va permettre de définir les règles du projet, qui seront ensuite communiquées dans les cahiers des charges adressés aux promoteurs et aux architectes et aux paysagistes qui travailleront sur ce projet. Donc là, en fait, on est en plein travail. Ce qu'on peut dire par rapport à justement cette idée de contraste des échelles que je soulignais tout à l'heure en début de présentation, comment retrouver cette idée-là? Donc là, par exemple, on était parti en répartissant toutes les données et le programme demandé par rapport dans un équilibre aussi financier des espaces ouverts et des espaces accessibles et espaces publics. Mais donc là, on est encore dans une phase où on commence à faire varier peut-être ce paysage plus construit. On est parti surtout, vous verrez, sur des espaces publics, mais ensuite, comment
l'espace du vide, et on travaille aussi donc, sur l'espace du plein de ce bâti qui doit évoluer. Et donc, voilà, est-ce qu'on va trouver des verticalités, des objets plus importants que d'autres? Et on est en plein dans ce travail-là. Donc ici, on a un programme. Le but de ce quartier, c'est d'équilibrer, au fond, l'espace cessible par rapport à l'espace cessible entre logement, entre activité économique et les programmes qui sont liés, entre logement et programme économique. Donc on a un rapport de 50-50 avec des équipements tertiaires, des équipements, des activités commerciales ou des équipements publics. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est bon, en jaune, on va dire, c'est toute la partie bâtie. Ce qui est assuré, c'est les parties mixtes qui se situent particulièrement autour et de part et d'autre des grands espaces publics. Et autour du viaduc, c'est un espace totalement orienté activité économique, ne serait-ce que pour faire une espèce d'écrin, enfin de limiter les nuisances et puis d'assurer cette confrontation, cette cohabitation, je dirais, d'un lieu de travail qui ne fonctionne pas tout le temps, enfin une temporalité différente, et qui donne après sur le canal avec des espaces de logement, soit dans la partie sud, puisque on est dans une zone impactée par la pollution. Donc voilà à peu près la répartition un petit peu des programmes, des chiffres bien sûr. On va dire qu'il y aura 374 000 m² de surface plancher, et qu'on a une surface de 20 sur cet espace-là, si c'est important, c'est-à-dire sur les 92 hectares d'aménagement, vous avez 67 hectares de la ZAC, donc c'est ce que vous voyez ici en couleur. Les quais représentent 25 hectares, la partie blanche et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, est donc la partie entre le boulevard et la Seine. Et à l'intérieur de ça, de ces 67 hectares, on a à peu près 21 hectares entre l'autoroute et les espaces ferroviaires. Et au fond, tout ça fait que c'est un espace où, du coup, l'espace cessible représente sur la surface entière 39%, et si on enlève ces espaces d'infrastructure, ça représente 50%. Ouais. Donc ici, un des travaux en modélisation 3D, c'est des maquettes de travail, pour voir aussi, donc chaque îlot est travaillé à la fois dans son rapport à l'espace public, les traversées douces, le rapport donc, au système viaire. Ici, comment on essaye aussi d'intégrer ce faisceau ferroviaire un peu comme une confluence. Donc là, on a un bâtiment qui ressemble à un fer à repasser pour l'instant, mais on souhaiterait qu'il prenne plus de hauteur, de marquer des points de repère. Et pour l'instant, l'image que vous voyez est encore un peu plate dans justement ce travail sur le découpage et du rapport au ciel qu'on peut avoir dans ce quartier. Alors l'avantage de ces grands faisceaux ferroviaires, c'est qu'ils dégagent des vues, et au fond, on peut de ce quartier percevoir le paysage du territoire, c'est-à-dire les coteaux boisés, la Seine, les ponts, enfin tout ce qui fait un peu ce rapport au site particulier. Donc ici, juste un détail, après le travail de ces différentes mixités entre logement-bureau par rapport aux espaces qui représentent plus de nuisances ou des orientations par rapport à l'orientation climatique, quoi, on peut dire, et différents programmes. Donc tout ça, c'est en travail. Ici, une image du... Alors aussi, quand on parle de comment garder un peu l'esprit des lieux, ici, nous avons travaillé, donc défini le cahier des charges, enfin une partie du cahier des charges, la partie architecturale, les intentions architecturales et paysagères du projet, qui est le premier bâtiment qui va être réalisé sur la ZAC, et l'hôtel de communauté qui va accueillir les services de la communauté urbaine, de l'agglomération, et qui est d'un bâtiment, au fond, il fallait... donc les programmateurs faisaient déterminer un bâtiment extrêmement énergie positive, mais qui devenait une espèce un peu de monstre, et qui oubliait un petit peu la qualité architecturale de ces lieux. Et au fond, on s'est dit quel bâtiment on peut faire sur cet endroit-là, sur les quais, alors que vous connaissez les quais à Lyon, avec les différents bâtiments assez emblématiques, très, très sculpturaux et très, très particuliers. Mais là, au fond, les quais de Rouen, c'est cette succession, cette ponctuation de hangars en briques qui n'ont aucun intérêt architectural, hein, c'est souvent mais qui participent de cette ambiance des quais, qui fait que les quais à Rouen, c'est pas ceux de Lyon. Donc on a dit, ça serait bien de partir à partir de
ce gabarit. Il a un peu explosé, évidemment, parce que les fonctions sont plus importantes. Mais au fond, il est parti de l'idée qu'on avait proposée, c'était garder à la fois une base qui était le gabarit de ces hangars et d'avoir un ajout architectural totalement contemporain qui participe et qu'on ne perde pas la qualité ou l'écriture de ces hangars. Donc ici, c'est la proposition de Jacques Ferlier, qui a été désigné lauréat, et qui reprend un peu, il s'est inspiré à la fois de la forme du hangar un petit peu basculé, et aussi du dessin de la sucrière, de la forme de la sucrière que vous avez vu sur des photos, qui reprend ce croisement que vous voyez ici. Donc je pense qu'il s'est inspiré de ça. Alors, au centre, pour nous, les paysagistes, on a toujours du mal de partir du bâti, on parle plutôt des espaces ouverts. Donc là, on a défini toute une trame d'espaces, puisqu'on est parti vraiment de là, à savoir cette composition du canal nord-sud, croisée par cette place d'échange qui est assez importante et qui organise une espèce de décumanus du quartier et autour duquel se répartissent les différents éléments constructibles. Et donc on est parti définir la qualité de ces différents espaces publics. Que vous pouvez voir ici la trame. Alors le canal, bien sûr, le canal qui a une fonction évidemment d'espace public, d'apporter une qualité d'échange entre la ville et la Seine, mais qui est un espace aussi qui récupère, qui sert le canal vert va servir à plusieurs bassins d'orage. Les bassins sont travaillés de manière à recevoir aussi une certaine quantité d'eau et de gérer les eaux pluviales du quartier. Donc voilà une image de concours. On espère qu'il y a donc deux niveaux, un niveau un peu plus haut, donc la profondeur, l'inscription de ce canal, cette topographie s'inscrit évidemment dans les contraintes du site, puisqu'après on monte légèrement. Un deuxième espace important, donc c'est la place. Alors cette place, elle est un peu particulière, on ne sait pas encore. Ça, en fait, c'est une place, un lieu d'échange. L'idée, c'est quand même de garder sa taille, la lire dans l'espace public, mais elle sera composée de manière... Elle aura différentes séquences assez contrastées, notamment, vous voyez, au niveau du viaduc qui passe, donc ça sera... On a organisé un recueil des eaux pluviales ici par une peuplerée qui vient un peu clipser du végétal de part et d'autre de cette infrastructure. Puis ça se continue au cœur à la croisée du canal et de cette place. On aura donc une place d'échange. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Et puis après, on a étudié différentes implantations du bâti parce qu'en gros, si vous voyez la partie qui est complètement à droite, avec les bâtiments, il y a trois hypothèses d'implantation des bâtiments correspondent à la taille de la place de la République. Donc la moitié de ce grand ensemble, ça représente la moitié de juste la partie construite. Donc vous voyez, c'est une double place de la République dans tout son ensemble. Donc elle est ponctuée de bâtiments, probablement un parking relais qui viendra, un parking de service aussi, un équipement de service qui se prendra place entre cet espace plutôt dédié à la voiture, aux échanges routiers, et puis l'espace plus urbain. Donc encore un travail en cours avec ici des hypothèses à quoi ça pourrait ressembler, mais on est encore loin du projet évidemment de l'espace public en tant que tel. Mais par contre on l'imagine avec des commerces, éventuellement des équipements. Un autre espace, alors qu'il y a là on est sur les bords d'un boulevard, mais en contrebas on est au bord, comment on joue avec cet espace ferroviaire. Ici c'est des talus plantés, donc on considère que cet espace ferroviaire, c'est aussi l'occasion d'un couloir écologique s'il est planté. Dans certains endroits, il y aura des terrasses de jardin, retrouver un peu peut-être ces rapports de jardin ouvrier au fer. Et enfin, le dernier espace majeur, c'est le bord de Seine, puisqu'il s'agit ici de retrouver, donc on travaille sur plus d'1 kilomètre, 1,4 km, je crois, de bord de Seine. Ce projet se continue ensuite par l'aménagement des quais par in situ dans la partie plus centre-ville. Et là, on est au fond sur la presqu'île Relais que vous avez vue tout au début, soit très encombrée, soit très vide. Et donc là, on a plutôt travaillé... il y avait à la fois une contradiction, c'est-à-dire que les silos qui sont à proximité, vous voyez d'un très mauvais œil, d'avoir l'aménagement d'un espace public pour des questions de sécurité, pas trop loin de leur implantation. C'est-à-dire que tout ce qui est vu comme une menace pour l'activité portuaire est regardé et pesé... et donc là, on a joué plutôt sur l'idée d'un parc naturel, une renaturation de cette île, pour retrouver ces paysages
fluviaux de la Seine qui avaient disparu, et proposé d'abord cette immense promenade qui fait 15 mètres de large avec des prairies impressionnistes à l'arrière. Donc tout un travail que vous verrez après plus détaillé. Donc en fait aujourd'hui on a réalisé ce qui est à peu près en vert, avec une partie du côté des hangars, des aménagements. Bien sûr cette forme correspond à la disponibilité des terrains et ce qu'on pouvait aménager. Et donc on a donc un peu de partie dans cette promenade continue des quais qui permet d'aller jusqu'au bout de la presqu'île, qui est un lieu assez, pour moi, assez magique, parce qu'on est vraiment au milieu du fleuve, les silos à gauche, le panorama des coteaux boisés, les flèches des églises. Ce rapport à la ville est extrêmement, entre fleuve, ville, industrie, est extrêmement fort. Donc au fond, comment on peut aller découvrir et attirer les gens jusqu'au bout, parce que, comme vous avez pu voir sur les images, personne n'y allait, ou alors il y avait des pratiques pas très nettes sur le terrain. Donc là, en fait, on a travaillé donc, tout un travail sur la dépollution, donc de récupérer les terres impactées par... on a confiné, on a réalisé cette butte boisée qui fait 3-4 mètres de haut dans la partie la plus haute, et qui nous a permis de stocker les terres impactées, et donc de dégager des sols qu'on a remplacés par des sols sains pour pouvoir ouvrir cette presqu'île au public. Donc activité, comment on tient les usages, bien sûr le paysage, mais aussi les usages ont l'importance, qu'est-ce qu'on fait le long de cet immense promenade, bien sûr du vélo, pour l'accueil, la grande pelouse jaune, qu'on voit jaune, c'est pour accueillir des grandes des manifestations temporaires. Et voilà l'aménagement tel que les quais, avec ce rapport à la ville et à ces coteaux, les coteaux de la Seine qui est extrêmement présent. Et au fond, les propositions avec, au fur, ça doit être une phase avant-projet où on a proposé déjà de dégager évidemment une très grande promenade. Et c'était aussi une nécessité, une contrainte pour le fonctionnement du port. Différents aménagements à l'arrière des hangars qui permettent de proposer des équipements, des services, du jeu par rapport à des espaces de loisirs. Et donc voilà une des images de ce début du projet qui commence à... Ce projet a d'abord commencé avec, là où vous voyez les 2 grues jaunes, qui est un des premiers hangars transformés en maison des musiques actuelles, donc qui accueille des concerts, qui est un lieu de spectacle de la ville. Donc on a commencé par aménager le parking des abords pour permettre l'accès à ce bâtiment. Et puis on a enchaîné vers l'aménagement qui a été réalisé cette année pour l'Armada 2013. Et on est passé de cet état-là à celui-ci, progressivement, donc avec ce travail aussi, on a récupéré tout le travail. Il y a un travail de récupération des eaux par des nous plantés, l'inscription de jeux, de pelouses, donc d'activités où on voit bien donc, la proposition, la diversité des usages qui peuvent commencer à prendre place et la végétation qui commence à se développer, tout en gardant un peu ces traces, ce jeu avec... on n'est pas notre premier jardin du rail, il se trouve que le fait de travailler sur des friches ferroviaires, on a toujours des rails et des pavés quelque part, donc autant on y travaille avec, notamment à Pantin. Et donc voilà, c'est des ambiances, mais qui quand même participent de cette image où la nature vient s'installer, coloniser d'une autre manière ces espaces abandonnés. Donc un rapport à ces échelles importantes, où les floraisons aussi plus sophistiquées viennent donner une autre coloration à ces espaces-là. Et donc ici, c'est juste des petites coupes schématiques qui expliquaient ce que je vous disais tout à l'heure sur la transformation de la presqu'île. Donc avant-après, c'est toujours parlant. Et donc là actuellement vous avez la butte. Sur la butte, donc c'est un travail qui a été mené aussi, on a travaillé avec Michel Boulcourt qui est paysagiste et qui a développé des techniques de plantation assez particulières, sachant qu'à l'agence on était plutôt habitué de manière assez traditionnelle avec nos plans de plantation et de recherche de végétaux plutôt dans une gamme médecine naturelle, horticole. En tout cas là c'est tout un travail avec des techniques forestières
hyper boosté pour pousser la végétation au maximum. On a planté, il me semble, 100 000 plants forestiers, 2000 arbres. Donc c'est une butte forestière en devenir, où on a déjà vu notre premier renard il y a 2 semaines. Hein, c'est Gabriel qui s'est occupé Gabriel Mauchamp avec son bébé quelque part là, qui s'est occupé du chantier, sachant que ce projet-là est mené de main de maître par Loïc Benin, qui est au fond de la salle. Donc la promenade, changement de caractère, utilisation des matériaux, c'est une technique que vous avez déjà vue dans d'autres projets hollandais où on pète les dalles et on les récupère, donc travaille en récupérant un maximum le sol, parce que là on avait quand même pas mal de surface de mètres carrés de béton. Et plantation du projet, les 100 000 plants forestiers, le terrain pendant le chantier, et puis aujourd'hui avec un principe de coulisses végétales qui vient renforcer ce dessin de courbe aussi. Là, on revient à l'échelle du territoire, on passe de comment souligner, au fond elle est tellement forte que juste tous les aménagements viennent souligner, renforcer cette dimension extrêmement de courbe du méandre. Et on est dans un rapport, alors peut-être ce rapport visuel va changer puisque les arbres vont pousser. En tout cas, il y a une espèce de mélange entre nature et industrie qui nous semble intéressante. Et là, c'est la même vue avec la cathédrale au fond. Alors, sur le... Ça va, vous n'êtes pas fatigué? En fait, le troisième projet, c'est le projet, je dirais... projet de l'échelle de la planète. Pourquoi la planète? Parce que on parle de biodiversité, on évoque des paysages de mondes, de pays ou de continents éloignés, au cœur de Paris, dans 16 hectares d'aménagement. Et c'est aussi, pour moi, dans le travail qui est fait, dans ce projet où on reconstitue des milieux, où on évoque des milieux plutôt, un travail je dirais sur l'échelle, on peut appeler ça imaginaire, j'ai un peu de mal, une échelle mentale que chacun qui est propre à chacun. Et au fond, le projet de paysage vient ici comme un support, indépendamment d'accueillir les animaux. C'est un support pour rêver et partir un petit peu plus loin que Paris. Donc, je parlerai un petit peu à la fin, je donnerai des précisions sur les montages et sur les équipes qui participent à ce projet-là. Enfin, en tout cas, sur le zoo, on est une équipe, c'est un partenariat public-privé avec un montage avec un groupement qui s'appelle Chrysalis, qui regroupe Bouygues, ICAD, des investisseurs, et la partie publique étant le Muséum d'histoire naturelle. L'équipe de maîtrise d'œuvre est constituée donc des paysagistes que nous sommes, l'atelier Jacqueline Hosty. Le projet est suivi par Michael Munier. Et puis des architectes, le groupe Synthèse Architecture, qui s'occupe un peu de tout ce qui est rochers et bâtiments plus techniques. Et enfin, le Tchoumi, qui est l'architecte ou sa collaboratrice Véronique Descharrières, qui travaille sur les bâtiments. C'est un site qu'on retrouve ici, si l'image est à... Oui, voilà, on retrouve donc le lac Daumesnil et le triangle du zoo, où, au fond, c'était un des premiers dessins, ça fait partie des dessins d'Alphonse sur le bois de Vincennes. Et on voit des espaces boisés sur les côtés, et puis des espaces très dégagés dans la partie centrale. Alors, travailler sur le zoo, c'est important puisqu'il y a une histoire assez longue, que vous avez tous. Un zoo, souvent, c'est très affectif. On amène ses enfants, on y a été soi-même enfant, ou bien grands-parents, on amène ses petits-enfants, etc. C'est une boucle. Et donc, il y a toujours un rapport extrêmement affectif au parc zoologique. Voilà, parce que c'est lié aux souvenirs d'enfance, et on a toujours peur de perdre ces souvenirs d'enfance. Donc là,
l'histoire ça c'est une image du zoo tel il y a quelques années, avec au fond, vous verrez l'image du zoo de 1934, mais on voit un peu une espèce de mélange végétal, ouverture, bâtiments qui sont des rochers, qui était donc le principe du zoo de Vincennes de 1934, qui avait été fait pour une exposition universelle et qui n'était pas censé rester. Et donc est un principe assez novateur. C'est un ensemble de rochers. Vous voyez que la végétation ici, il n'y en a pas tellement. Et qu'elle est venue coloniser de manière un petit peu, je dirais, spontanée, parfois plantée, enfin un petit peu sans projet, sans de vision d'ensemble. Et là, ben voilà l'ouverture 1934 du zoo de Vincennes, où on voit que là, les animaux étaient présentés comme on présentait l'espèce en tant que telle. Ce qui était novateur, c'est qu'on présentait non pas l'animal derrière des cages, mais on le présentait dans un enclos avec des principes de fossé qui permettaient de mettre des garde-corps à 1 mètre et d'être tout autour. Donc on tournait autour de cet enclos. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'au fond, c'était tout un ensemble de rochers. C'était des rochers béton projetés sur des structures. C'est très pyrénéen, en fait, comme principe constructif, s'il y en a un. Et il y avait donc chaque rocher abritait les loges, qu'on appelle les loges, où habitent les animaux, parce qu'il faut les protéger. Un lion a froid l'hiver, des fois il a besoin d'être à l'intérieur. Et donc voilà, c'était un principe très novateur à l'époque. Donc on avait un ensemble de rochers autour duquel on tournait, puis on tournait autour de ces enclos. Voilà le principe fossé, plateau, rocher et bâtiment. L'état du zoo était assez déplorable. Tous les bétons, donc ils ont dû fermer le zoo et en fait il n'a eu aucun entretien pendant toutes ces années. Il a été défendu le fait de le détruire parce que c'est une rénovation complète du zoo. On a gardé bien sûr le grand rocher et un ou deux autres rochers qui ont été reconstitués à l'identique. Mais en gros, tout l'ensemble de ces rochers ont disparu et on est vraiment dans une autre conception du zoo que je vais développer. Donc on a gardé quelques éléments parce que il y a quand même des éléments. D'abord, c'est un site qui est inscrit dans le bois de Vincennes, qui est donc un site inscrit. Et donc, il fallait vraiment, on a compté arbre par arbre avec huissier pendant 3 jours pour savoir quels étaient, si on pouvait garder, parce que entre ce qui est représenté sur un plan et ce que vous avez sur la réalité, c'est pas toujours pareil. Soit ça n'existe plus, soit c'est vraiment rachitique, ou alors ça peut être un très très gros arbre, magnifique. Donc il y a eu un travail extrêmement fin. L'état phytosanitaire et vraiment 3 semaines de travail avec huissier parce que évidemment quand vous travaillez avec les gens du BTP, il y a quand même il a fallu là, c'était une vraie éducation de savoir comment on travaille dans un site où il y a des arbres qui existent, comment on fait pour les préserver et au fond comment on peut, parce que pour un bon gars du BTP, il faut bien 4 mètres de chaque côté d'un chemin pour être préservé, pour faire passer les réseaux, etc., etc. Donc là, on a dû se battre contre ce genre de choses pour préserver les arbres, de juger, de faire du sur-mesure. Parce qu'un zoo, c'est du sur-mesure, et vous allez le voir après. Donc là, par exemple, on a gardé déjà des éléments qui nous semblaient intéressants à conserver dans les fontaines, les bassins. Les arbres, on a fait un repérage, dans ce que je disais, donc on a repéré ce qui était... des fois, il y en avait qui n'étaient pas très beaux, puis on a éliminé à cause du projet aussi, et puis d'autres qui n'étaient pas très intéressants. Donc de cet état de zoo tel qu'on voyait les animaux, on voyait un lion, on peut mettre un lion, un tigre, il n'y avait pas d'ordre, pas forcément d'organisation, c'était l'espèce elle-même qui était intéressante. Et là, on est passé à un autre concept de zoo, qui parle, au fond, qui est de présenter l'animal dans son milieu. Ceci, en fait, c'est un zoo pour la biodiversité. C'est à la fois dans l'idée de protéger la nature et de sensibiliser le public à la disparition ou à la fragilité des équilibres des milieux d'où viennent ces animaux. Donc, à travers l'animal devient le médiateur de son milieu et vient, au fond, il y a bien sûr, parce qu'on est tous fascinés de voir un animal qui vient se gratter avec sa patte, qui va bouger, puis c'est tellement fascinant, quoi. Il y a tellement d'essence, tellement d'animaux, c'est insensé, qu'à travers lui, au fond, on sensibilise, il y a tout
tout est accompagné par toute une pédagogie, à savoir d'où il vient, comment il mange, ce qu'il a besoin, et donc toute la perte, attirer l'attention sur la fragilité des milieux qui sont évidemment assez menacés de nos temps. Donc c'est à la fois un lieu de loisir, mais aussi un lieu aussi où on conserve il y a un objectif de conservation des espèces, de mieux comprendre les enjeux environnementaux, de sensibiliser les gens aussi au fait, par la mixité des animaux sur un lieu à partager et de voir comment ces équilibres sont extrêmement fragiles et améliorer bien sûr les connaissances de chacun par rapport à l'animal. Donc il est vraiment au cœur du dispositif, c'est l'ambassadeur de son milieu. Donc là, en fait, l'idée c'est donc de faire découvrir des milieux écologiques contrastés, où on a l'impression, où l'animal, où le bien-être de l'animal est vraiment mis en avant. C'est-à-dire que, par exemple, d'exposer des éléphants dans un hectare, ça ne se fait plus. Un éléphant, il n'est pas tout seul, il faut qu'il soit 4 ou 5, et pour faire un enclos d'éléphants, il faut 4 à 5 hectares. Ce qui représenterait, le zoo de Vincennes représente, à terme, 16 hectares, on en a aménagé 12. Donc vous voyez ce que ça représente. Un enclos de 4 hectares sur 12, il ne reste plus beaucoup par rapport. Il y a 180 espèces qui sont présentées dans le zoo. Et donc, il y a un choix qui est fait des animaux, de manière à permettre que l'aménagement permette effectivement le confort et le bien-être de cet animal. Au fond, parce que si on voit, on a tous vu des ours tourner comme des fous dans une cage, balancer la tête comme ça. Donc on essaye, enfin les muséums ou les zoos essayent justement de préserver ces espaces-là. Alors, quand on a un zoo avec beaucoup d'espace, on peut imaginer avoir telle ou telle espèce d'animal. Donc ici, en fait, le choix qui a été porté sur les différentes biozones, il y en aura 6 à terme. On en a réalisé 5. L'Afrique équatoriale fera l'objet d'un aménagement ultérieur. Et au fond, on va dire que c'est le choix de à part la Patagonie, on va dire que le choix de ces biozones sont faits aussi par rapport à la politique française et ses anciennes colonies, en l'occurrence la Guyane, Madagascar. Voilà. Donc, et puis aussi en fonction des échanges que la France a avec ces différents pays. Donc la Patagonie a été choisie aussi parce qu'il y a aussi, on recherche dans les zoos à avoir une certaine attractivité parce que ça coûte cher une visite de zoo malgré tout, quand on y va en famille. Et donc il y a aussi l'idée de renouveler l'intérêt des gens à revenir le plus souvent. Donc il y a certains animaux qui sont des animaux stars, on va dire, s'il n'y a pas de lion ou s'il n'y a pas d'éléphant. Enfin, donc il y a un choix comme ça, un équilibre entre des animaux qui sont hyper, peut-être en voie de disparition, mais qui ne semblent pas très, très intéressants par rapport à ceux des girafes. Il y a un troupeau de girafes qui est assez remarquable au zoo, qui est un peu la perle du parc zoologique de Vincennes, et qu'au fond, il faut équilibrer à la fois intérêt, attractivité, et puis connaissance. Voilà. Donc ce choix est fait très médicus. C'est pas nous qui le faisons, évidemment, c'est le muséum qui le fait. Et nous, après, on travaille avec les animaliers pour définir, parce que ce que je dirais, 180 animaux, c'est 180 clients particuliers. Donc vous imaginez la complexité de ce que ça représente. Mais revenons à l'échelle du projet. C'est un projet, donc au fond, ce qu'on a essayé de faire, et ce qui change aussi, du coup, le fait d'organiser ces biozones et ces paysages, c'est déjà organiser l'espace. Vous avez vu dans l'autre projet, on tourne autour. Là, on a essayé de dégager des grands espaces, à la fois qui respectent aussi, on se retrouve un peu dans le projet Alphand avec des grandes clairières centrales. On a implanté les biozones aussi en fonction de la qualité paysagère de ces biozones, des espaces boisés là où il y avait des arbres dans le zoo existant, parce qu'on a préservé des pins, des platanes, et puis des espaces ouverts là où il y avait peut-être moins d'intérêt sur le végétal, et aussi, surtout, quand même, c'est de dégager du coup, comment on travaille, dégager des espaces qui fait que quand on parle de savane africaine, on a des espaces infinis devant nous, et au fond, comment on essaye de trouver ces grands espaces, et puis de mettre en scène ce rocher magnifique, qui, vous l'avez vu sur des images, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est sur l'axe parisien des grands monuments.
c'est le monument de la partie est de Paris. Et donc, au fond, d'avoir un autre rapport à ce rocher qui est quand même assez impressionnant quand on est au pied. Donc, et puis tout un travail, c'est un travail d'abord sur la topographie. On a remodelé la topographie pour créer avant, c'était un zoo relativement plat. Donc, on a recréé des espaces en creux, justement, pour descendre vers le pied de ce grand rocher pour créer toute la plaine africaine. De créer aussi des espaces de séparation, parce que quand on passe d'une biozone, alors je n'ai pas parlé des biozones, elles seront à 6, on passe d'une biozone à l'autre, il faut être dans ce paysage-là, c'est-à-dire oublier et découvrir le prochain, c'est une idée de découverte, un parcours de découverte. Donc la topographie joue un rôle important. Ensuite, nous avons réparti les biozones, comme je disais, par rapport à la qualité des espaces déjà en place. Ces 6 biozones qui sont la Patagonie, la plaine sahélo-soudanaise, l'Europe, la Guyane, Madagascar, sont eux-mêmes composés de milieux. Je prends par exemple la Patagonie, il y a la Pampa, les côtes rocheuses et la forêt andine. Donc la savane sahélo-soudanaise et la savane arborescente, la savane arbustive et la savane herbacée. Donc tous ces milieux sont donc représentés. Ces biozones sont divisées par ces différents milieux. Toutes ces biozones, elles sont traversées et reliées par un parcours découverte. Et puis, tout ça est englobé dans une matrice végétale, dans laquelle viennent s'insérer les enveloppes architecturales qui viennent accueillir et protéger les loges des animaux. Donc ça donne ce plan masse, où on a donc plusieurs bâtiments qui sont répartis sur la périphérie du site, alors qu'au départ, les rochers étaient au milieu. Là, ils sont plutôt en périphérie, justement pour dégager des espaces dans lesquels on peut dessiner et fabriquer des paysages. Donc, il y a un bâtiment, le seul bâtiment central, c'est celui qui est, je ne sais pas si vous le distinguez, en gris à peu près au milieu, qui est donc un bâtiment biface qui donne à la fois côté Patagonie et à la fois plaine sahélo-soudanaise. Sur le bord, elle est là. Elle est où? Regardez l'écran, Jacques. Attends, oui, c'est vrai. Ce sera plus facile. Oui, enfin, façon de parler. Ouais, bon, alors je vais y aller avec sur le bord du triangle, vous avez les bâtiments de toute l'Afrique, enfin de la plaine soudanaise, où on a les abris des girafes, des lions, les cliniques vétérinaires, toute l'infrastructure, parce qu'au fond c'est une petite industrie, il faut nourrir les animaux, les cuisines, l'apport de la préparation des repas, c'est quelque chose d'assez important. On a donc l'ensemble du rocher tripartite, à la fois avec le grand rocher, la fauverie qui a été, pas décapitée parce que c'est pas très joli, mais qui a été écrétée, on va dire, pour accueillir des oiseaux et non plus des lions et des fauves. Et un rocher qui s'appelle la Souricière, le rocher des Gardes, qui a été reconstitué à l'identique, vous le verrez sur certaines images. Enfin la serre qui accueille deux biozones, en partie, une partie extérieure et une partie intérieure, Guyane et Madagascar. Donc le travail sur la topo, donc ces images qui vous montrent un peu l'évolution entre ce que l'existant n'existe plus, mais alors c'est des images qui ont servi à un certain moment donné dans différents stades de présentation, et donc l'évolution de la topographie pour créer ces milieux. Ce qui a aussi beaucoup changé, le fait de recomposer ces enclos, on a gagné beaucoup plus de place de paysages, donc on a diminué les circulations, en les organisant de meilleure manière dans ces parcours. Et du coup, on a développé une strate arbustive qui était peu présente et qui nous sert, nous, d'écran d'une zone à l'autre. Les bâtiments aussi, donc là, vous avez la comparaison entre ce qui était avant et les bâtiments qui étaient au centre, et là, beaucoup plus répartis sur les extérieurs. Et enfin, la comparaison, en fait, où on voit les grands espaces qui permettent de dégager une très grande plaine, soit un contraste plus fort entre espace ouvert et espace fermé. Donc, une image en 3D. Donc, ce parcours, au fond, il y a 4 km de parcours dans ces 12 hectares. Il y a 2 parcours. On a essayé
de séparer les parcours soigneurs que vous voyez en violet sur la périphérie, pour justement qu'il n'y ait pas... Je veux dire, c'est les coulisses du théâtre. Et on est de l'autre côté, il y a un côté court, un côté court, côté jardin, je dirais. Et au fond, on a essayé autant que possible de mettre sur la périphérie pour permettre à la fois le meilleur fonctionnement pour les soigneurs et dégager par rapport au public un parcours principal et avec des parcours secondaires. Ce parcours, au fond, c'est un peu le fil d'Ariane qui sinue à travers ces biozones. On l'a voulu extrêmement neutre en béton, avec des grandes dalles béton qui ont été coulées sur place. Et au fond, après, tout se passe avec des points de vue particuliers. Parce que là, on est parti sur l'idée non pas de voir de partout, enfin, il faudra attendre que la végétation pousse, évidemment, mais d'avoir des points et d'organiser la composition de ces paysages, à partir de ces points de vue. Donc c'est un peu ce que vous voyez ici, avec évidemment on ne voit pas l'idée du zoo, c'est que c'est quand même un espace carcéral et très fort, mais c'est une vraie quincaillerie. Il y a des clôtures partout, c'est-à-dire à la fois il faut protéger l'animal de l'homme, donc il y a un système de clôture, ce qu'on appelle des contentions, qui protègent l'animal de l'homme, et puis après il faut empêcher les hommes contre l'animal, donc empêcher l'animal de sortir ou les hommes de rentrer. Il faut protéger les végétaux, les herbivores aiment bien manger les feuilles, donc on veut faire un joli paysage, mais si on ne protège pas les végétaux des antilopes, il ne restera plus rien, ou des girafes. C'est un grand coup, une girafe, donc c'est un peu... Il y a des coupes spéciales, on a un module avec un coup qui fait là, le cercle autour de la girafe. Donc voilà, et toute cette quincaillerie, il faut la planquer, on ne veut pas la voir. Alors des fois, quand on a des fauves, il faut 4,50 m de clôture. Et quand je disais qu'il y a 180 espèces et 180 clients particuliers, il n'y a pas une clôture pareille pour... Enfin, en gros, il y a un gros cahier de clôture comme ça, qui fait que chaque animal a des besoins spécifiques et des comportements spécifiques. Alors pour travailler avec, bien sûr, nous paysagistes, on ne sait pas tout ça, et on travaille avec les animaliers, les vétérinaires qui sont eux-mêmes spécialisés par type d'animaux, c'est-à-dire il y a ceux qui s'occupent des primates, ceux qui s'occupent des carnivores et ceux qui s'occupent des... Donc chacun va au chapitre et nous indique, c'est des données. Et le travail, on verra après sur les dessins, c'est qu'il y a un travail extrêmement long sur se faire comprendre entre les demandes qui sont impossibles d'intégrer dans le paysage. Et puis voilà, donc il y a toute une espèce de négociation en sachant que la sécurité la sécurité des animaux et des hommes étant primordiale. Et vous savez que Bouygues là-dessus ne prendra aucun risque, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, en fait, et par rapport au fait de tourner, donc là on a plutôt organisé des cadrages des vues à partir de points particuliers, en ayant des vues courtes, mais aussi des vues longues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de voir toute les 4 hectares de plaine africaine qui descendent jusqu'au pied du Grand Rocher, je pense que ça crée une émotion. Quand on se balade au pied du Grand Rocher, on voit le rocher par en dessous, il y a quand même des tas un paysage assez particulier. Donc voilà ce qu'on disait par rapport, il y a un point de vue, on a différents filtres, et puis après on a utilisé, je dirais, des règles théâtrales presque du montage avec un paysage en coulisses, qui permet à la fois de créer de la profondeur, essayer de créer de la profondeur, parce qu'on a, je ne sais pas, on ne va pas rivaliser avec les plaines du Kenya ou de Tanzanie, mais d'essayer de donner cet effet de profondeur et de composition successive à partir déjà des filtres du cadrage dans lequel on est, les premières protections, d'intégrer les contentions de ce deuxième cadrage, avoir des îlots intérieurs qui permettent à l'animal, il a besoin aussi de ne pas être sous le regard des visiteurs tout le temps, donc c'est des espaces d'isolement pour lui, et puis c'est assez intéressant de le voir disparaître et apparaître, on l'attend, on n'est pas là à l'avoir sous le nez complètement. Après un pré-parc, donc des enclos, on a le pré-parc parce que des fois il faut isoler les animaux, ils ne sortent pas tout de suite, enfin il y a toute une... Et puis enfin les bâtiments qui sont eux-mêmes constitués qui font un peu le fond du décor. Et là, dans la démarche qui a eu lieu, c'était vraiment que le bâtiment participe du parc, il y avait plutôt un paysage, et au fond, le bâtiment était un élément de paysage pour chaque enclos. Donc là, on a un milieu ouvert, un milieu fermé.
Et là, c'était une image qu'on avait utilisée pour la cité de l'exposition du paysage, la cité de l'architecture. On avait voulu montrer tout ce travail en plan. Et au fond, à partir d'un point de vue, voilà un peu tous les écrans qu'on peut trouver. Donc la reconstitution totale est en haut, mais on parle du premier plan, il y a tous les plans successifs qui s'adossent. Et cette addition, au fond, de plans successifs, de coulisses, crée cette profondeur et cette épaisseur. Ben, l'épaisseur, vous verrez après les images, il y a du rêve, hein, il faut parler. Et puis c'est très difficile d'exprimer, de se faire comprendre à des gens qui ne travaillent pas avec le paysage, de parler de cette dimension qui n'est pas visible et palpable comme peut être un dessin d'architecture mesuré. Donc il y a toute une difficulté d'expression et de compréhension et d'échange. Donc là, les bâtiments, ils viennent un peu, comme je disais, ils participent du paysage. Ils ont été enveloppés, on appelait ça des bâtiments filtres. Il y en a 3 sortes. L'enveloppe bioclimatique qui crée, c'est la seule biozone, Madagascar et la Guyane, où on aura un véritable climat. C'est-à-dire que là, on va planter des plantes de là-bas, on va faire... alors, il y aura un décor, bien entendu, mais il y a quand même toute la... On va dire, on s'est rapproché, on a été chercher des végétaux tropicaux. Donc, on a travaillé avec les botanistes du muséum. Enfin, bon, je reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de la serre. Il y a les bâtiments topographiques, qui sont tous les bâtiments du Sahel-Soudan, qui sont un peu avec des grumes de bois qui évoquent un peu ces strates, ces rifts qu'on peut trouver dans ces paysages, avec comme une espèce de falaise qui vient terminer le fond de décor. Et enfin, des enveloppes qui sont des enveloppes végétalisées. On a utilisé donc plusieurs matériaux, donc le verre et le métal pour la serre, les bois pour la savane, et tout ce qui est Xtend végétalisé pour certains bâtiments, intégrés, un peu camouflage. Donc ici, vous voyez tout ce principe de boîte. On parle le principe des... Donc, on a une boîte qui est une boîte technique et dans laquelle est abrité avec tout ce qu'il faut pour chaque animal. Ce bâtiment est enveloppé, donc c'est une boîte en bardage ou en parpaing, tout ce qu'il y a de plus. On n'est pas dans le bâtiment architectural. Après, cette boîte est enveloppée d'une enveloppe, un filtre, une façade, qui se poursuit un peu par le pré-parc à certains endroits, donc dédoublement, et puis on prend place par rapport au paysage. Donc ici, on voit ça un peu dans cette image donc, du Grand Rocher, avec sur la droite le bâtiment des girafes. Ici, on est plutôt dans le filet où on a fait donc une volière au creux de l'ancienne fauverie qu'on a évidée. Et on est dans un paysage de delta, c'est-à-dire qu'on retrouve le paysage d'eau en bas du Grand Rocher, avec une promenade donc pour se balader au milieu du plan d'eau et regarder les girafes de l'autre côté sur la plage. À l'intérieur de la volière aussi des plans d'eau, on a donc des oiseaux, puisque là les oiseaux ne sont pas éjointés, donc on pourra traverser la volière au milieu des oiseaux. Donc comme représente cette image ici. Enfin, il y a donc cette enveloppe bioclimatique qui donc, nous permet de faire un vrai climat et donc d'imaginer un paysage où les végétaux sont vraiment ceux de ces pays-là. Enfin, l'entrée qui, elle, reprend ce principe de filet de camouflage sur lequel se développe la végétation, accueil de la billetterie, du public, etc., des restaurants, boutiques. Alors là, je parlerai un petit peu, j'ai pris quelques exemples, bien sûr, il n'y en a pas tout, parce que c'est des piles de dossiers, mais au fond, comment on essaie de les outils qu'on a pour travailler ces projets, le travail de la topographie, insérer, essayer de voir, de ne pas voir les soigneurs, par exemple, d'intégrer autant que possible les éléments de contention. Donc il y a une micro-topographie assez fine pour justement intégrer tous ces... Bon, il suffit d'1,50 m peut-être pour éviter de voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc un travail, là on a la voirie soigneur qui est en bas, là, qui est encastrée dans la partie là. Ici on est dans une coupe qui est entre le bâtiment des manchots et des otaries, le bassin avec une aquavision des gradins, puis on a de l'autre côté, la circulation est au milieu, et de l'autre côté on a la pampa avec les nandous et les guanacos. Et après la voie soigneur, et puis après l'avenue du parc Doménil. Donc là, un petit croquis qui vous montre un peu les principes, ce que je disais tout à l'heure sur la complexité. Ici, vous avez donc la protection, le garde-corps du visiteur, qui se prolonge dans la végétation par un grillage. Ensuite, on a le saut de loup,
Donc on a ces hauteurs de creux, il y a 2 mètres. Parfois, des fois, chez les babouins, il y aura 4 mètres de différence sans moindre aspérité pour empêcher les animaux de grimper parce qu'ils sont hyper malins. Et puis après, on essaye d'intégrer de la végétation à l'intérieur de l'enclos pour ne pas avoir ces murs de manière systématique. Et puis, une protection des végétaux qui vient se complexifier. Alors des fois, on a utilisé, pour ne pas avoir toujours le même linéaire, des grumes de bois, des rochers, aussi des éléments, des petits, ça ressemble à des petits fous électriques pour empêcher les animaux d'y aller. Enfin voilà, tout un système un peu diversifié pour travailler justement sur l'insertion. Là, c'est donc plutôt au niveau d'un vivarium, un travail où là, la clôture, c'est une vitre de verre. Il y a certains animaux, c'est du bois. Il y a donc chaque demande est très spécifique. Et puis des croquis, comment on passe, intégrer les éléments de topographie, on passe des calques pour travailler tous ces mouvements, intégrer tout le jeu, parce que la topographie, il y a tout le travail sur les sols pour travailler cet effet de profondeur, de jouer sur des effets de matière différentes pour essayer de décupler l'espace. Voilà, c'est des tas de petites astuces. Donc un travail assez fin comme celui-ci, on insère différents matériaux, de la grave, du stabilisé, du sable, de la végétation. Après, il y a des rochers qui viennent s'insérer là-dedans, dans ce dessin-là, des rochers qu'il faut... le plus rigolo, c'est le rocher chauffant pour le lion qui n'est pas loin d'une aire de vision, pour qu'il vienne s'y mettre et que les gens puissent voir ou alors ça va être une mangeoire pour que l'animal puisse venir pas loin. Donc il y a tout ce côté-là de scénographie à la fois attractive et puis de répondre aussi aux besoins de l'animal proprement dit. Des règles de protection, c'est-à-dire on ne peut pas, par exemple, chez les loups, on ne peut pas planter à moins de 4 mètres de la clôture pour empêcher, parce que les lions ou les loups, ça peut grimper, et puis il y a des fois des manchons de plexiglas pour empêcher les animaux de grimper. Enfin voilà, c'est juste des petits aspects comme ça, il y en a plein d'autres comme dans le genre. Ici, c'est tout un travail qui a été fait. Alors il y a un gros travail, à part le rocher de la Souricière qui a été refait à l'identique, comme un bâtiment. Il y a tout l'ensemble de petits rochers, au fond, c'est un peu toute cette famille de rochers qui sont plutôt des rochers paysagers, qui participent aussi, soit pour des fois de faire de la contention, mais aussi participer au paysage de la biozone. Là, notamment, là, on est dans l'enclos des babouins. Et donc, et là, comment vous faites par rapport aux entreprises dessiner un rocher, il n'y en a pas un qui est pareil. Comment on trouve? Alors des fois on a travaillé avec des rochers naturels, donc on a travaillé beaucoup par croquis, et je dirais qu'un projet comme celui-ci, c'est vraiment, à la fois il y a ce qu'on projette, tout l'imaginaire qu'on peut projeter de ces paysages, mais aussi tout le... j'ai peur. C'est la capacité à l'entreprise oui, alors, traiter les rochers. Je veux dire, quand vous avez une entreprise, ne serait-ce que, par exemple, sur les nivellements qu'on a fait, il s'avérait qu'on était 50 cm trop haut dans l'appréciation. Mais l'entreprise qui a négocié avec Bouygues, la sous-traitante, qui a négocié à Bouygues 2-3 journées, bon, après, il faut ramer pour essayer de dire c'est pas du tout ça, il faut reprendre, etc. Donc, ce travail sur mesure, d'ailleurs, c'était un peu des difficultés du PPP, puisque dans un partenariat public-privé, tout est réglé au centime près, on va dire, pratiquement. Donc c'est quand même chaque chose, une négociation, c'est 3 semaines de... Enfin voilà, je ne vais pas rentrer, c'est assez complexe, mais du coup c'est une difficulté parce que c'est vraiment un projet sur mesure, d'autant plus quand on intervient dans un site où il y a déjà des arbres avec qui il y a déjà du déjà là. Donc on ne refait pas complètement tout à zéro et donc il faut travailler avec. Et je pense que ça a été aussi une découverte pour Bouygues de travailler dans des conditions pareilles, avec une complexité d'intervenants, parce que d'intervenants extrêmement vastes, il y a 250 personnes sur le chantier à un moment donné. Donc là, là on reprend les techniques. Donc les rochers, par exemple, on a dessiné les rochers comme ça en dessin, on se sert d'images de référence. On les dessine, on prend en compte, tout ça c'est vérifié par les animaliers qui voient s'il n'y a pas de danger, il faut des aires de vision, que le rocher ne soit pas trop profond pour qu'on voit l'animal, etc. Et puis on travaille en maquette, ça c'est pas nous qui avons fait ces maquettes, c'est les gens qui font les rochers. Donc pour eux-mêmes, pour figer, je dirais, l'aspect contractuel de leur marché, les quantités, parce que c'est difficile à quantifier. Donc il y a eu tout un travail en maquette,
qui a été validé. Et puis après, il y a eu des travaux évidemment aussi, où on a travaillé avec la 3D pour essayer de voir par rapport aux proportions. Et là, c'est en réalisation où là, vous avez des dessins de Michael Munier sur le projet où pratiquement c'est du sur place, c'est-à-dire qu'on a défini un dessin et puis après sur place, on reprend, on décide, parce que dans les rochers, il y a des buses, il y a plein d'attirail. Et là, on voit comment on va dessiner la cascade. Donc après, il y a le jeu. Et ces rochers, ça reprend les techniques habituelles, une armature métallique sur laquelle on a habillé une espèce de plastique qui accroche le béton, après une projection de béton d'accroche, et ensuite un travail de béton travaillé par des sculpteurs. Et ensuite, il y a la patine avec des gens qui viennent avec un petit pistolet. Donc tout ça, tout ce beau monde travaille tous ensemble. Donc là, une image, par exemple, d'une des cascades qui est ici en cours de fabrication. Et vous voyez le palmier, tout ça, ça a été planté avant. Et puis voilà à peu près la traduction de cette image-là. Puis il y a après l'enrichissement du milieu, parce que certains animaux ont besoin de s'amuser et de faire de l'exercice. Et voilà, donc on a après des grumes de bois qui viennent se poser ici chez les babouins pour créer des lieux, parce qu'il faut qu'à la fois eux soient bien et aussi bien attractifs. Des dessins faits sur place aussi, d'adaptation sur site, donc beaucoup de dessins sur place, et ça a été un outil. Là, franchement, Michael a fait un travail, Munier a fait un travail assez... Parce que c'était difficile de se comprendre, et le seul moyen de se comprendre, c'était le croquis. Alors après, je dirais, là, je vous ai donné un petit peu une présentation du zoo, et surtout, la question qu'on se pose, c'est comment on passe de paysages comme ça qui nous servent de référence, qui nous font tous rêver, et puis comment on le ramène à l'échelle du zoo dans 12 hectares. Alors ici, c'est une transcription, évidemment, par le travail de la perspective, des croquis, et ça, c'est en cours de... Et puis là, alors, on commence à construire, ça, c'est la dernière biozone qui est en train de se réaliser, on crée ces bassins, ça, c'est la partie immergée où donc, vont se balader les otaries. Et donc, il y a tout un travail sur place, après, pour régler ces paysages immenses, comme ça, ces échelles, ces infinis, qu'on ne sait pas, évidemment, reproduire. Comment on passe de l'un à l'autre. Et c'est là où je dis qu'au fond, on met ici un support. Bon, alors là, c'est des photos qu'on a prises récemment. Elles sont jouées sur ces effets de lanière où la végétation, ce n'est pas la végétation de là-bas. Donc, au fond, il faut certainement beaucoup d'imagination. C'est-à-dire qu'au fond, là, le paysage, il est comme un support. Cet aménagement-là, on ne constitue pas des milieux réels. On crée, c'est un décor du paysage pour l'animal et qui évoque aussi, l'idée, c'est aussi de faire rêver, d'imaginer et de s'y intéresser, d'être sensibilisé. Donc ici, c'est un travail sur les matières, sur la plaine africaine. On retrouve donc cette image avec cette transposition. Et puis ici, les aménagements, on a travaillé avec les pins qui étaient là, et ça n'a rien à voir avec une plaine sahélo-soudanaise. Mais néanmoins, ils me participent, et au fond, quelque part, ce qui me semble important, c'est qu'on se balade à travers ces différentes ambiances qui sont différentes à travers le zoo, dans nos 12 hectares, et qu'on puisse imaginer que chacun fait voilà, après le travail est fait, parce que là, vous voyez, l'animal n'est pas là, mais dès qu'il est là, il va bouger, et puis ça fait du bruit, et puis ça sent, il y a des odeurs. Donc tout ça participe de ce paysage sensitif et qui suggère auprès de chacun un travail d'imaginaire. Ça s'appellerait les chaînes imaginaires du projet. Donc c'est des images là donc là on voit le rapport de la contention. Là ici vous avez un détail parfait du garde-corps, du mur du saut de loup, et puis après du paysage. Et là, du coup le dégagement du paysage par rapport aux grands rochers de la composition globale. Alors sur l'Europe, on a mis l'Europe là où il y avait des pins et tout autour du rocher dans la partie nord. Et puis on a inséré des grandes baies de vision, ce qui fait qu'aussi les baies de vision fait qu'on est très proche de l'animal. Et du coup, on a un rapport un peu particulier. Et donc là, c'est le milieu de l'Europe. On a gardé l'ancienne volière du Grand Rocher. Et évidemment, tout ça est accompagné d'une signalétique assez importante. Donc on peut s'approcher. Et puis voilà le décor de tout ça. C'est des rochers qui ont été faits l'année dernière. Au début, on a mis un peu de patine. Et puis ça se patine tout seul très très vite. Donc la Guyane, alors ce qui est beaucoup plus difficile, c'est les milieux effectivement de forêt, parce qu'on dispose d'un patrimoine végétal aujourd'hui, mais avant de faire la densité de la forêt guyanaise, va falloir un petit peu de temps. Alors comment on a fait par exemple la forêt guyanaise,
On a travaillé avec il s'appelle l'ancien directeur du jardin botanique de Nantes, j'ai un petit trou de mémoire, et qui nous a aidés justement, qui était assez spécialisé dans ce genre de milieu, à essayer de comprendre comment c'était fait. Donc c'est une forêt qui est très mixte, avec des essences. D'abord, il y a tous les étages de végétation en même temps, et c'est très mélangé. Donc on a fait, par exemple, on a transposé ça en essayant de retrouver des végétaux qui pouvaient peut-être apparenter à la famille, mais et donc pour l'instant, ben voilà, c'est petit, il faut que ça pousse. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle des volières, hein, qui sont en fait des cages, dans lesquelles sont, au fond, vous voyez la structure de la volière qui apparaît du grand rocher. Et à l'intérieur de la serre, là, au contraire, on a donc pu faciliter. Moi qui craignais qu'on n'ait pas assez de végétaux, j'étais plutôt agréablement surprise. Donc là, l'idée, c'est on rentre dans la serre et on découvre là, on a vraiment travaillé avec les végétaux qu'on a été chercher en Floride, entre autres. Donc tous ces végétaux ont transité par bateau à 14 degrés pour arriver à être à 100 feuilles. Ils sont arrivés sans feuilles en Hollande et ils ont été retraités. Voilà, c'est un peu ça. Et donc voilà des ambiances où on essaye de nacérer des bassins. Parce qu'en fond c'est une serre, mais c'est pas une serre botanique. C'est une serre où il y a des animaux, il y a des oiseaux, il y a des singes, il y a des tamanoirs, il y a des serpents, il y a plein de choses. Et puis en fait, on a quand même aussi travaillé. Donc là, on a travaillé avec le muséum pour choisir quand même des plantes. C'est-à-dire que même si on travaille avec l'idée de constituer pour moi, ce qui est important, c'était de faire un paysage où on croit qu'on y est, quoi. Donc, par exemple, moi, je pouvais être attirée par des végétaux qui étaient financièrement plus intéressants et esthétiquement très intéressants. Par contre, ils étaient moins intéressants d'un point de vue botanique. Et puis le botaniste du muséum, il me sortait des fois un palmier qui était hyper rare, qui coûtait très cher, et puis qui ressemblait à une espèce de poireau. Bon, donc voilà, alors on a discuté, mais ceci dit, il y a quand même une recherche à travers la composition végétale où on a travaillé. Alors c'est assez compliqué, c'est la première fois que je travaillais sur un aménagement de serre. On a fait ça donc avec Michael et Sarah Hassel, sur le choix sur la constitution des différentes strates. C'est extrêmement dense parce on voulait avoir un effet évidemment très, très vite de cet aménagement-là. Et donc voilà le fameux arbre du voyageur de Madagascar qui est ici, et la vision un peu globale dans la serre, avec une vision, alors ça c'était avant que ça soit planté, mais on aperçoit donc en contre-plongée le rocher qui dessine sa silhouette caractéristique. Et là vous avez une vision du chantier vue du grand rocher, où vous voyez au fond que les circulations sont extrêmement ténues et qu'on tient ce paysage dans lequel on essaye de faire entrer les visiteurs dans un cadre paysager qui est extrêmement fin par rapport aux espaces ouverts et découverts. Voilà. Voilà, donc je voulais simplement aussi dire, je l'ai dit un petit peu tout au long de ma présentation, que c'est un travail qui est un travail d'équipe. Loïc Bonin, qui a donc travaillé sur le projet de Rouen avec moi et avec Gabriel, donc toute une équipe qui travaille et qui participe à ce montage et l'évolution de ces projets, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et Michael Minier sur le zoo, et Antoine Calix sur le projet du tramway, mais qu'on n'a pas présenté, le tramway du Havre et de Bourgard. Voilà, je vous remercie.